Des carnets. Il est avec nous en studio, l'écrivain et grand reporter Jean-Pierre Perrin, auteur notamment d'un grand livre, Menaces sur la mémoire de l'humanité, qui vient de paraître aux éditions Houellebecq. Bonsoir Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors depuis plus de 25 ans, vous avez couvert pour le journal Libération à peu près tous les conflits au Moyen-Orient, et Alep, c'est une ville que vous connaissez très bien. En préparant cette interview, je retrouvais facilement vos récits publiés dans Libération ces dernières années, avec les combattants de l'armée syrienne libre dans la cité antique en 2012 par exemple, au début des combats. Alors 4 ans après, Bachar el-Assad reprend la ville avec les Russes et les Iraniens, et on lit des témoignages d'habitants d'Alep évacués qui disent: j'ai fait la prière ce matin, c'était la dernière à Alep et j'ai pleuré, j'ai quitté ma patrie, j'ai vu Alep pour la dernière fois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'on est en présence d'un urbicide. Vous savez ce que c'est, un urbicide? C'est la mise à mort d'une ville, comme s'il s'agissait d'un être humain. Alors nous sommes en présence d'acteurs qui ont déjà quelques urbicides sur leurs mains, si je puis dire. Nous avons évidemment le régime syrien qui, dès 1982, anéantissait complètement la ville de Hama. On compte 20 à 25 000 morts parce qu'elle s'était soulevée à l'instigation des frères musulmans. Mais enfin, les frères musulmans sont sortis, mais pas la population, 20 à 25 000 morts. Il y a eu ensuite Homs, il y a eu d'autres villes. Aujourd'hui, c'est Alep. Et puis le régime russe, eh bien, il applique la même politique. Évidemment. On pense évidemment à Grozny. Dans votre livre que citait Omblin tout à l'heure, à propos d'Alep, vous écrivez: de cette ville qui fut l'une des plus anciennes du monde, habitée depuis le 6e millénaire, que restera-t-il quand la guerre finira par s'achever ? Après 4 ans de combats ininterrompus et de frappes aériennes intensives depuis 1 an, que reste-t-il ? Il reste évidemment ce qu'on entend, des ruines, et puis une ville où une grande partie, la majorité de la population est partie, et ce qui laisse augurer quelque chose qui s'appelle déplacement de population forcé. Je crois qu'une partie de cette population, le régime syrien ne veut pas qu'elle revienne. Ne veut pas qu'elle revienne parce qu'elle ne sera jamais acquise à sa cause. Globalement, c'est la population sunnite, l'essentiel de la ville, et ce ne sont pas des amis du régime, ce sont au contraire des gens qui ont souffert à cause de lui. Et je pense que cette population est condamnée à ne pas revenir tant que Bachar el-Assad aura les rênes de son pays en main. Dans votre livre, on tombe sur ce titre à une page, le massacre des pierres, et c'est comme un écho au massacre des hommes. Oui, ça procède d'ailleurs des mêmes intentions, finalement faire mal. Mais là, dans le massacre des ruines, il y a quelque chose en plus, c'est qu'on peut détruire une ville parce qu'elle est prise dans un conflit, ou on peut détruire une ville pour l'affaiblir. C'est le cas de Coventry bombardé par les Allemands, par exemple, ou de Dresde par les Alliés. Mais donc, on veut détruire les ruines, on veut aller plus loin, on veut détruire l'âme de quelque chose, l'âme d'un peuple. Et les ruines, ça n'a plus aucune utilité. Simplement, c'est symbolique, ça reste attaché au cœur de l'histoire d'une population, et donc en détruisant les ruines, on détruit bien au-delà. Dans ce livre, on voyage en Syrie, évidemment, en Irak, mais aussi en Afghanistan, au Yémen. Tous ces pays subissent aujourd'hui des conflits, des guerres, des bombardements. Et la Libye, bien sûr. Les plus belles villes, les plus belles cités antiques gréco-romaines, ce qu'on sait très peu, mais les plus beaux sites antiques sont là. Ce qui est frappant, c'est que partout dans cette région, il y a des destructions de trésors antiques, comme si les fondamentalistes de l'islam s'étaient concentrés sur cette région si riche en témoignages des civilisations passées. Oui, bien sûr, mais ça commence avec les Bouddhas de Bamiyan en 2001. Ça fait partie du projet djihadiste. Alors au début, c'est ça que on vous croyait que expliquez c'était, aussi. oui, absolument. Au début, on croyait que c'était l'arrière-garde d'un mouvement qui allait s'éteindre. Les talibans étaient vraiment une résurgence du vieil arbre fondamentaliste du sous-continent indien. Et puis on s'aperçoit que ce qui nous semblait l'exception est devenu la règle avec l'État islamique ici et d'autres groupes ailleurs. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que nous, les musées, les sites antiques, archéologiques, ça fait partie plus que de notre histoire, plus que notre culture, c'est notre nouvelle religion. Vous voyez, quand on va, par exemple, en vacances en Sicile, eh bien, on va visiter Syracuse. Quand on va à Naples, on va visiter Pompéi. Ça fait partie vraiment de notre moi maintenant. Et je crois que les djihadistes l'ont très bien compris en s'attaquant aux ruines. Et c'est nos musées, nos propres musées, notre propre religion qu'ils visent. Vous écrivez que ce djihad contre la mémoire de l'humanité, il est aussi autodestructeur. C'est d'une certaine manière, il est suicidaire. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, je crois que, vous savez, le problème du monde arabe aujourd'hui, il y a eu des révolutions arabes qui ont vraiment bouleversé un peu la donne, provisoirement, mais elles n'avaient aucun projet
politique. Elles ne pensaient pas l'avenir. C'était uniquement le présent qu'elles ont balayé. Et puis bon, sans projet, elles ont été condamnées à s'éteindre. Sans doute provisoirement, mais peu importe. Là, avec le passé, là, on procède à la destruction du passé. Donc, pas d'avenir, destruction du passé et un présent absolument calamiteux. Moi, je me pose la question de l'avenir du monde arabe. Est-ce qu'il survivra? Est-ce que la civilisation arabe perdurera? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Et en tout cas, ces destructions, pour vous, sont un symptôme de ces interrogations, en tout cas. Absolument, mais il faudrait aussi que, pas seulement des géopoliticiens se penchent sur les crises de l'actuel Moyen-Orient, mais des psychanalystes. Il y a quelque chose de très très profond dans cette autodestruction. Je signale qu'au Grand Palais, depuis quelques jours, se tient une exposition sur 4 grands sites de ce patrimoine universel jusqu'au 9 janvier. Merci beaucoup Jean-Pierre Perrin. L'entrée est gratuite. Ah bah voilà. Merci de nous avoir accompagnés ce soir sur Europe 1. Et je rappelle le titre de votre livre, Menaces sur la mémoire de l'humanité, aux éditions Houellebecq. Dans un instant, nous serons en Égypte